les bactéries, ces petites bestioles dont on entend beaucoup parler, dont on ignore peut-être le rôle, et de leur cohabitation avec nous, qui vivons à leur côté, qui les hébergeons la plupart du temps. Donc, c'est un sujet qui peut... J'ai l'impression que je vais laisser tomber ça. Voilà. C'est un sujet qui peut paraître ardu, mais on peut en fait parler assez simplement de choses qui paraissent compliquées. Pas si compliqué que ça, vous verrez. Et de toute façon, vous n'aurez pas peur de poser des questions. Moi, je n'aurais d'ailleurs pas peur de ne pas y répondre si je ne sais pas. Donc, je vous le dirai. Dans tout état de cause, j'aimerais qu'on évite ce type de relation. Décidément, ça ne marche pas. Voilà. Donc, tout ce que je vais vous raconter ce soir, vous le trouverez dans ce petit ouvrage que j'ai commis l'année dernière, en fait, en 2017, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, ou en e-book à la FNAC, chez Kobo, chez Amazon. Pas Amazon. Alors, vous verrez. Amazon, ça, on ne connaît pas ici. Mais la FNAC, Kobo, ça marche très bien. Voilà, donc c'est un petit livre qui contient à peu près tout ce que je vais vous raconter ce soir. La couverture et une partie d'iconographie étaient réalisées par mon épouse, Monique Fauchner, qui est ici parmi nous ce soir. Alors, le plan de mon exposé, ça va être le suivant. On va vous présenter d'abord le monde des bactéries, les méthodes pour les étudier, leur place dans le monde vivant, et c'est ce qui vous intéressera peut-être le plus, les rapports que nous entretenons avec ces bactéries. Le monde des bactéries, eh bien, on s'est surtout intéressé à ces bactéries au travers des maladies infectieuses qu'elles provoquent. L'histoire humaine est en effet pleine de références aux maladies bactériennes. On a trouvé des traces de tuberculose chez l'homme néolithique, des traces de lèpre sur les momies égyptiennes, et les descriptions historiques de grandes épidémies, de peste, de choléra, abondent dans la littérature. Eh bien, aujourd'hui encore, les maladies bactériennes restent la première cause de mortalité dans le monde. Cela dit, les bactéries ne peuvent pas être réduites aux maladies qu'elles provoquent chez l'homme, et ça va être un peu le fil rouge de ce que je vais vous raconter ce soir. En effet, l'impact des bactéries sur l'homme s'avère considérable. Donc d'abord considérés comme les ennemis ultimes, les microbes pathogènes, ce qu'on appelait les microbes pathogènes qui donnent des maladies, ont été contrôlés en fait au début du XXe siècle par 3 découvertes majeures qui nous ont fait gagner à peu près 15 ans d'espérance de vie. Ce sont l'hygiène, les techniques d'hygiène, la vaccination et les antibiotiques, qui sont révélés des médicaments quasi miracles. Donc ça nous a fait gagner beaucoup d'espérance de vie. Et depuis une vingtaine d'années, on réalise que les microbes sont un peu plus. Ils sont d'abord nos ancêtres. Ils sont des alliés indispensables qui contrôlent une grande partie de notre vie. Et ils sont surtout, vous allez le voir, nos colocataires sur la planète. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'une bactérie? Je vais vous faire un petit peu de descriptif. Une bactérie, d'abord, comment on les étudie? Eh bien, vous savez que l'outil emblématique des microbiologistes, c'est le microscope. Le microscope a été inventé au XVIIe siècle par un opticien flamand qui s'appelait M. Van Leeuwenhoek. Et c'était le premier microscope qu'il a développé, donc, grâce auquel il observait des gouttelettes de sa propre salive ou l'eau qu'il buvait ou qui l'entourait. Et il a découvert dans ces milieux ce qu'il a appelé des animalcules qu'il a dessinés, et les dessins de Van Leeuwenhoek ressemblent tout à fait aux bactéries qu'on voit aujourd'hui sous nos microscopes. Au XIXe siècle et encore aujourd'hui, on utilise cet instrument qu'on appelle le microscope optique, qui grossit 1000 fois, alors que le premier microscope grossissait 100 fois seulement, un pouvoir de résolution assez élevé, c'est-à-dire la faculté de séparer 2 objets voisins. Donc on distingue dans cet instrument des objets qui sont distants de seulement 0,01 mm. Alors voilà les images que ça donne. Les bactéries, ce sont ces petits points, ici entourés d'un halo clair, et au milieu c'est une cellule sanguine, un globule blanc. Et puis en 1930, on a inventé un autre outil, le microscope électronique, qui lui grossit 100 000 fois
avec un pouvoir de résolution de 10-9, c'est-à-dire 1 nanomètre. Et là, on se trouve à l'échelle moléculaire, littéralement. Et ça donne des images qui ressemblent à ça. On voit l'intérieur des cellules bactériennes, et on peut même les voir en 3 dimensions, comme ici. On peut aussi, pour étudier les bactéries, identifier leurs composants. Pour ça, c'est très simple, on va casser les cellules bactériennes, généralement par des méthodes physiques. On emploie le plus souvent des ultrasons. Et on va séparer les composants et les identifier par des méthodes biochimiques. Alors ceux qui sont familiers avec ces méthodes, vous les reconnaîtrez, mais peu importe, ce sont des méthodes qui permettent de séparer les molécules d'un mélange, ici constitué par la soupe qu'on a obtenue en cassant les cellules bactériennes. On va donc ainsi obtenir des profils de protéines et de substances qui constituent les cellules bactériennes. On va aussi analyser leur génome qui est constitué par le chromosome, dont on parlera tout à l'heure. Alors, vous savez ce que c'est le génome, hein, c'est le programme en fait, de la cellule qui lui sert à fonctionner, un peu comme le programme d'un ordinateur sert à le faire fonctionner. Donc, on analyse le génome en faisant des empreintes génétiques. Les empreintes génétiques qu'on fait pour étudier les bactéries, c'est tout à fait la même technique que celle qu'emploient les policiers pour identifier les suspects sur les scènes de crime. On prend de l'ADN des chromosomes, on le coupe en morceaux avec des enzymes et on le fait migrer, on le sépare, on fait un profil. On peut aussi séquencer cet ADN en déterminant la séquence de ce qu'on appelle les nucléotides, qui constituent donc le message de l'ADN, un petit peu le programme de notre cellule ordinateur, et voilà les images que l'on a. Donc tous ces outils vont nous permettre de d'abord connaître la dimension des bactéries. Alors combien ça mesure une bactérie? Grosso modo, c'est 10 fois plus petit qu'un globule blanc, un leucocyte, et 10 fois plus gros qu'un virus. Ça mesure à peu près 1 micromètre, c'est-à-dire 0,01 mm. C'est pas très petit. C'est pas très gros non. Alors c'est ce qu'on appelle un microbe, mais les microbes, c'est... Bon, je vous en parlerai tout à l'heure, de ce qu'on appelle des microbes. La forme des bactéries maintenant, donc qui nous est fournie par les images microscopiques surtout, elle n'est pas très diversifiée. Ce sont soit des petites sphères, comme ici, comme chez les staphylocoques qui se groupent en paquets ou en chaînettes, soit des bacilles, des bâtonnets, qui s'arrangent aussi en chaînettes ou qui restent isolés, ou qui prennent des formes un peu spiralées, parfois comme ici ou là. Ça, ce sont les images qu'on observe en microscopie optique, et ça, c'est 8 images de microscopie électronique. Et là, je vous demande de bien remarquer la cellule bactérienne, avec autour cette espèce de fourrure, on y reviendra à plusieurs reprises dans l'exposé, qui est constituée par ce qu'on appelle des pili, c'est des petits poils qui entourent la cellule bactérienne et qui vont lui servir à se fixer sur les supports, sur des supports inertes ou sur des muqueuses, sur des tissus vivants. Et puis on voit aussi des filaments un peu plus longs, qui sont ce qu'on appelle les flagelles, qui servent à la cellule à se mouvoir dans les milieux liquides ou semi-liquides. Ces flagelles tournent un peu comme des hélices de bateau et vont propulser la cellule dans le milieu. Alors ça nous donne le schéma général d'une cellule bactérienne. Le schéma général d'une cellule bactérienne, on va rapidement voir les principaux composants. C'est une espèce de sac en fait, qui est constitué par une membrane, qu'on appelle la membrane plasmique, et qui a une structure qui est la structure de toutes les membranes de cellules vivantes. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et à l'intérieur de ce sac, on va avoir d'abord ce qu'on appelle le cytoplasme. C'est le milieu qui est enfermé donc, par la membrane. Et dans ce cytoplasme, on va avoir ce qu'on appelle le génome, le chromosome des bactéries. Vous savez que les chromosomes, c'est le support génétique de toutes les cellules. Chaque espèce est caractérisée par un nombre de chromosomes caractéristiques. Chez l'homme, il y en a 46, 23 paires de chromosomes. Chez les bactéries, il y en a un seul. Un seul, mais il est très long, environ 1 mm de long, et il est circulaire. Donc il est pelotonné dans la cellule, ici. Et puis on remarque des organites, ici comme les ribosomes, qui sont les usines de synthèse, de fabrication des protéines de la cellule. Plus à l'extérieur, donc le chromosome, plus à l'extérieur, on a une autre structure
que l'on appelle la paroi, et qui là est une structure caractéristique des cellules bactériennes. La paroi, il faut s'imaginer que c'est une espèce de cotte de maille qui constitue le squelette externe, qui donne la forme à la bactérie, qui la protège de l'extérieur et qui aussi gère les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. La paroi est spécifiquement bactérienne et c'est souvent d'ailleurs la cible des antibiotiques que nous prenons pour le soigner. Et puis des structures un peu plus extérieures encore, comme la capsule, qui a un rôle de protection vis-à-vis des systèmes de défense de l'organisme chez les maladies, chez les bactéries pathogènes. Enfin, on retrouve les piliers dont je vous parlais tout à l'heure, ces espèces de poils qui forment une fourrure autour de la bactérie, et le flagelle, ici il n'y en a qu'un, mais il peut y en avoir plusieurs, qui va servir à la bactérie à se mouvoir. Alors on peut cultiver ces bactéries dans des tubes à essai, pour étudier leurs fonctions, pour les identifier, pour les compter. Alors comment fait-on? Eh bien, on peut les cultiver soit en milieu liquide, soit, comme on va le voir sur la diapo d'après, en milieu solide. Un milieu liquide, c'est un bouillon généralement nutritif qui contient des sels minéraux, des sucres, des protéines sous la forme d'un bouillon de viande généralement, qu'on stérilise, et dans lequel on va introduire quelques cellules bactériennes de l'ordre de 100 cellules par millilitre. 10 puissance 2 cellules par millilitre, autant 0. On va chauffer ce tube à 37 degrés, on va le laisser incuber, comme on dit, et au bout de 18 heures environ, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a un tube qui devient trouble, et si on compte les cellules bactériennes qui sont à l'intérieur, elles sont passées de 10 puissance 2 par millilitre, 100, à 10 puissance 9, 1 milliard par millilitre. Donc, première notion qu'il faut retenir, les bactéries se multiplient très rapidement, et très vite, on a une culture abondante de ces bactéries. On peut les cultiver également en milieu solide. Simplement, les milieux solides sont la même chose que les milieux liquides, mais ils sont gélifiés, un petit peu comme les confitures, si vous voulez. On étale le liquide que l'on veut étudier qui contient les bactéries sur ce milieu, et au bout de quelques heures, eh bien, chaque cellule bactérienne qui est restée sur place, puisque le milieu est solide, elle ne peut pas bouger, chaque cellule bactérienne va se multiplier, donner en une dizaine d'heures des petits tas qu'on appelle des colonies bactériennes, qui sont là. Et chaque colonie a une taille, une forme, une couleur différente, ce qui va nous permettre de commencer à les identifier. L'aspect de ces colonies est caractéristique de chaque espèce. Alors sinon, in fine, comment on identifie une souche? Eh bien, on détermine ce qu'on appelle un biomarqueur. Biomarqueurs qui peuvent être structuraux, par exemple la forme, c'est rond ou c'est facile. Culturaux, ça cultive sur tel ou tel milieu. Métabolique, ça possède tel ou tel enzyme. Génétique, ça possède tel ou tel gène. Et tous ces marqueurs sont déterminés grâce à des galeries comme celle que vous voyez là-haut, ici. Et pour chaque marqueur, on va noter 0 s'il est absent et 1 s'il est présent. On va donc obtenir ce qu'on appelle une identité numérique de la cellule bactérienne. Et en confrontant cette identité numérique avec des banques de données, on va pouvoir déterminer l'espèce de la bactérie que l'on est en train d'étudier. On classe ces bactéries comme l'ensemble du monde vivant. Ici, je vous ai mis la classification de l'homme, donc qui appartient au genre Homo, à la famille des hominidés, et ça va jusqu'aux eucaryotes, et puis d'une bactérie très connue, Escherichia coli, que tout le monde connaît, qui appartient au genre Escherichia, famille des Enterobacteriaceae, etc., jusqu'au domaine prokaryote. On va revenir sur ces termes tout à l'heure. Alors, on leur donne un nom. Alors, le nom, par exemple, Escherichia coli, l'une des bactéries les plus connues, bien, le nom d'une bactérie, c'est un nom de genre, c'est un nom en termes latins, et un nom d'espèce qui est un adjectif. Escherichia, ça veut dire que c'est une bactérie qui a été découverte par un monsieur qui s'appelle Theodor Eschrich, et coli parce qu'elle se trouve dans le côlon. Donc voilà comment on construit les noms de bactéries qui paraissent parfois un peu bizarroïdes. Alors quelle est leur place maintenant dans le monde vivant? Maintenant qu'on voit à peu près comment elles sont constituées, essayons de les positionner dans le monde vivant. D'abord, parlons un petit peu de ce monde vivant, comment il est organisé. C'est une famille recomposée, le monde vivant. Jusqu'aux années 50-60, on considérait deux grands groupes.
d'êtres vivants, les prokaryotes et les eucaryotes. Les prokaryotes étaient constitués d'une seule cellule, non différenciée, avec une autonomie énergétique, et un génome qui n'était pas enfermé dans une membrane, donc pas de noyau, avec une reproduction sexuée. Et dans ce groupe des eucaryotes, il n'y avait que les bactéries. Chez les eucaryotes, au contraire, on avait une seule cellule, ou le plus souvent plusieurs, d'où faisait partie des eucaryotes. Ces cellules s'étaient différenciées, il y a une autonomie énergétique, et le génome est dans un noyau constitué généralement de plusieurs chromosomes, enfermés dans un sac qu'on appelle le noyau. Et là, plus souvent, ces eucaryotes ont une reproduction sexuée. Dans les eucaryotes, on distinguait le règne des animaux, le règne des végétaux. Nous sommes là, quelque part par là. Et puis, dans les années 70, on a découvert ce qu'on appelait alors les extrémophiles, des bactéries qui vivaient dans des conditions dont on parlera tout à l'heure, extrêmes, dans les cheminées volcaniques du fond des océans, dans les eaux très salées. Et donc on a appelé extrémophiles. Mais en fait, on s'est aperçu qu'elles constituaient une autre branche, un autre règne du monde vivant qu'on a appelé les archéas. Comme elles ressemblaient, ce sont des prokaryotes, mais comme ils ressemblaient un petit peu aux eucaryotes, on les a mis un petit peu entre les deux. Donc maintenant, on a un monde vivant qui est constitué de deux grands règnes, prokaryotes, eucaryotes, avec, dans le premier, les bactéries et les archéas, qui sont des microbes, des petites bêtes en fait, et dans le deuxième groupe, les eucaryotes, constitués d'animaux et de végétaux. Un microbe, c'est en fait un micro-organisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une petite bête, ça fait référence uniquement à la taille. La majorité des microbes sont des bactéries ou des archées, et il y a quelques microbes qui sont des eucaryotes, comme par exemple les champignons microscopiques. La levure de boulanger, par exemple, est un champignon microscopique, mais qui s'est classé dans les eucaryotes. Et c'est un microbe. En fait, la classification du vivant est en perpétuel remaniement. Ici, je vous ai représenté un arbre du vivant qui a été esquissé en 1859 par Darwin. Vous savez sans doute qui est Darwin, on en reparlera tout à l'heure, l'inventeur de la théorie de l'évolution. Et voilà cet être vivant, cet arbre du vivant qu'il avait imaginé. Les deux grands principes, c'est on rassemble les êtres vivants selon leur ressemblance et leur capacité à se reproduire entre eux, et les espèces vivantes dérivent les unes des autres. Donc ce premier arbre un petit peu rudimentaire a été complété, et jusqu'au milieu du XXe siècle, on avait un arbre du vivant qui était assez hiérarchisé, avec dans la partie basse des êtres microscopiques, dits inférieurs, et la plupart du temps très anciens, et puis au fur et à mesure qu'on s'élevait dans l'arbre, eh bien, des êtres de plus en plus évolués, dits supérieurs, et on retrouve là des végétaux, des champignons, des animaux, et puis le seigneur de la création, l'homme. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Non, on sait maintenant que le seigneur de la création, c'est sûrement pas nous, et que, en fait, chacun peut se revendiquer d'être le seigneur de la création dans son propre environnement. Depuis ces années 70, on classe les êtres vivants en fonction de leur ressemblance génétique. Et donc, on peut ainsi écrire en même temps l'histoire, la phylogénie de la vie, en même temps qu'on classe les êtres vivants. Et on sait maintenant que tous les êtres vivants ont un ancêtre commun, on a appelé LUCA, ce qui veut dire The Last Universal Common Ancestor, le plus ancien être vivant commun, ancêtre commun, pardon. Et à partir de cet ancêtre commun, on a trois branches qui ont donné les bactéries, les archéas et les eucaryotes. Et nous, on est par là, dans le domaine, dans le règne des animaux. Alors, en plus compliqué, ça donne ça. Donc là, on ne va pas vous détailler ça. On retrouve l'ancêtre commun, et puis les trois règnes ici, et le seigneur de la création, quelque part, un petit peu perdu. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de notion de hiérarchie dans la vie. Chaque espèce vivante est adaptée à son milieu, et donc est le seigneur de la création de son milieu. Voilà. Alors on les a placés dans l'espace, on va les placer maintenant dans le temps.
quelle est la chronologie des formes de vie. Alors je vous ai fait une échelle en milliards d'années. Un milliard d'années, il faut bien vous rendre compte de ce que ça représente. Un milliard d'années, c'est comme si on rejouait 5000 fois l'histoire humaine depuis l'invention du feu. 5000 fois. Et si on se réfère aux civilisations humaines, c'est comme si on les rejouait 100 000 fois. Donc c'est très très long. Et pendant ce temps-là, il a pu s'en passer des choses. Eh bien, on date l'apparition de la Terre, la formation de la Terre à environ moins 5 milliards d'années, la formation des océans et des continents entre moins 4 et moins 4,5 milliards d'années, et puis le premier ancêtre commun de tous les êtres vivants, Lucas, apparaît ici, 3,5 à 4 milliards d'années environ. Donc c'est très ancien. Les premiers eucaryotes, on les trouve ici. Il faut bien placer les dinosaures quelque part, parce que tout le monde en parle. Ils sont là, et vous voyez que c'est un épisode extrêmement bref, en fait, avec cette échelle de temps. Ils ont disparu à la suite d'un cataclysme. Et puis, les premiers mammifères, on peut à peine les placer sur cette échelle. Quant à l'homme, vous verrez, j'ai triché un peu pour le placer, parce que nous, on vient vraiment d'arriver. Donc, l'évolution des bactéries se fait depuis à peu près moins de 4 milliards d'années. C'est énorme. L'évolution des vertébrés, dont nous faisons partie, beaucoup moins, 1 milliard, on dira, d'années. Et Homo sapiens, ben le voilà, il vient d'arriver. Franchement, du point de vue ancienneté, on ne fait pas le poids. Il faut ajouter à ça qu'on a dénombré 5 extinctions de masse au cours de cette durée. Une extinction de masse, c'est quand plus de 80% des espèces disparaissent du fait d'un cataclysme. C'est ce qui nous attend si on a une guerre thermonucléaire généralisée ou si on reçoit un aérolite gigantesque qui percute la Terre. Donc c'est ça un cataclysme. Donc ça fait disparaître presque toutes les espèces. Les seuls qui ont traversé les 5 cataclysmes, ce sont les bactéries qu'on retrouve. Alors il y a quelques êtres vivants, comme certains insectes, par exemple, qui résistent également bien aux cataclysmes majeurs, mais les bactéries sont de loin les plus résistantes. Et parce qu'elles ont inventé finalement un mode d'adaptation extrêmement performant. Alors, en fait, quel est leur poids au sein de la biomasse terrestre? Ce qu'on appelle la biomasse terrestre, c'est la totalité de la masse, de la matière vivante sur la Terre. Et vous voyez que les microbes qui sont étrangers à l'homme, c'est-à-dire qui vivent dans les océans, dans les sols, donc qui ne sont pas trop souvent en contact avec nous, ça représente 75% de cette biomasse. Les végétaux et les animaux ensemble, 20%. Et des bactéries qui sont en contact avec nous, qui nous donnent des maladies, qui sont dans notre tube digestif, par exemple, environ 5%. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Eh bien, les bactéries représentent la majorité de la biomasse terrestre, très largement. La plupart de ces bactéries n'ont aucun contact avec l'homme et sont en fait mal connues, elles vivent dans des environnements que l'on ne fréquente pas tous les jours. Et en définitive, les bactéries sont, à mon sens, les véritables habitants de la Terre, sont les plus anciens, nous en dérivons. Donc ce sont les terriens, en fait, si on voulait faire un peu de science-fiction. Alors elles sont partout, ces bactéries, on les trouve dans notre environnement, bien sûr. Voilà quelques chiffres qui vous montrent, dans les grands magasins à Paris, environ 4 millions de microbes par mètre cube d'air. Sur les grands boulevards, 575 000, et beaucoup moins. Sur les Champs-Élysées, c'est beaucoup plus peu, 88 000 par mètre cube. Au parc Montsouris, un peu moins. Dans la forêt de Fontainebleau, 50 par mètre cube d'air. On les trouve donc dans l'air, bien sûr, mais dans tous les milieux, en fait, dans le sol, dans les fonds marins, dans les eaux en général, en sachant que l'eau que nous buvons contient moins de 100 microbes pour 100 millilitres, parce que c'est une norme qu'on s'est imposée et qu'on tue en fait les microbes avant de consommer l'eau. Mais dans l'eau sauvage, si je puis dire, il y a beaucoup plus de microbes que ça. On en trouve même dans les nuages, des petits cristaux qui forment les nuages. Et bien, on s'est aperçu qu'elles sont colonisées par des microbes, des bactéries. Donc on les voit vraiment partout. On les trouve dans les environnements extrêmes, comme par exemple ici une cheminée volcanique sous-marine qui en fait envoie des gaz brûlants sous la mer. Et donc l'ambiance c'est 120 degrés, plus de 120 degrés, et malgré ça, les bactéries se développent dans ces cheminées sous-marines. Plus en surface, dans une source chaude du parc de Yellowstone aux États-Unis,
sur ce chaud de 80 à 80 degrés, on trouve aussi des bactéries. Et puis, à l'inverse, on va les trouver dans des températures basses, ici sur une plaque de neige, on ne distingue peut-être pas très bien, mais il y a une pigmentation rose qui est constituée de bactéries pigmentées qui colonisent donc cette plaque de neige. Donc, rien ne les rebute, rien ne leur fait peur. Et la qualité des bactéries qui leur permet d'être partout, c'est l'adaptabilité. Alors on va parler un petit peu de cette adaptabilité, pour comment ça marche, comment on s'adapte à notre environnement. Et il faut pour ça revoir un petit peu nos classiques. La théorie de l'évolution, 1859, énoncée par Darwin. C'est en fait une vieille idée qui date de l'Antiquité, mais que Darwin a bien systématisée et bien écrite dans un ouvrage qui s'appelle L'origine des espèces, qui est à mon sens l'un des ouvrages les plus importants de l'humanité. Ça c'est Charles Darwin dans son époque, puisque à l'époque il disait que l'homme descendait du singe, c'était un vrai scandale. Et les humoristes le représentaient de cette façon-là. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Darwin dans sa théorie de l'évolution? Deux choses simples. L'efficacité biologique d'un organisme se mesure à ses performances d'adaptation. Ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son ancienneté, c'est la facilité avec laquelle il va s'adapter à une augmentation de la température, à des conditions d'environnement différentes. Donc s'il y a une hiérarchie, elle est là. Et puis, les organismes, en fait, s'adaptent en permanence à un environnement qui lui-même change en permanence. Et c'est ça le truc qui est difficile à modéliser. C'est qu'en fait, l'environnement change et à chaque changement, on a une adaptation de la vie. En ce moment, on est en train de subir une augmentation de la température moyenne de la planète qui va assez rapidement. Eh bien, ce changement s'accompagne d'une évolution des êtres vivants sur la Terre qui s'adaptent à cette nouvelle température. Comment fonctionne l'évolution? Là aussi, c'est assez simple. Il y a ce qu'on appelle un générateur de diversité qui propose des individus variants. Notamment, à chaque fois qu'un individu se reproduit, eh bien, il y a des accidents génétiques, qui ne sont pas de vrais accidents d'ailleurs, qui font que les enfants de ces géniteurs donc, sont un petit peu différents de leurs parents. Quand nous faisons un enfant, l'enfant ressemble à l'un ou à l'autre, ou à aucun des deux. Nous faisons en fait un être nouveau, qu'on appelle un recombinant. On fait une recombinaison, c'est-à-dire que les deux génomes se mélangent et il en sort quelque chose d'entièrement nouveau. Alors bien sûr, il y a des ressemblances, c'est évident, mais l'individu est nouveau. Et puis il y a des accidents comme les mutations, des variations du génome qui font qu'il y a une diversité permanente qui est proposée à l'environnement. Il y a un crible à côté de ça qui sélectionne les plus adaptés, qu'on appelle la pression de sélection. Et les individus les plus adaptés à l'environnement du moment se multiplient mieux que les autres et finissent par être les seuls à survivre. C'est ça la théorie de l'évolution. Et le point important, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les critères de tri varient en permanence. C'est ce qui rend difficile de prévoir quoi que ce soit dans ce domaine. Si on veut être très simple, il faut faire appel à l'un de mes maîtres à penser favoris, Philippe Gueluc. Voilà. Si vous retenez ça, vous aurez compris l'évolution. Alors, essayons de modéliser l'efficacité évolutive d'une espèce. Le crible, l'environnement, varie avec une vitesse qu'on va appeler VE, vitesse de l'environnement. Les organismes proposent des variants avec une vitesse VV, vitesse de variation. Eh bien, si VV est supérieur à VE, l'espèce s'adapte et évolue avec l'environnement. Si elle est inférieure à VE, au contraire, on est devant une espèce en extinction. Et si VE devient rapidement très élevé, le cataclysme dont je parlais tout à l'heure, seules les espèces à VV élevé vont survivre. Et il se trouve que les bactéries ont des vitesses de variation extrêmement élevées parce que d'abord elles se multiplient rapidement. Une génération de bactéries, c'est entre 10 et 60 minutes. Donc ça y va. Nous, c'est 30 ans. Donc, opportunité fréquente de variation. Et puis,
elles s'échangent des gènes entre elles. Donc, opportunité fréquente de recombinaison. Alors, elles s'échangent des gènes même entre espèces différentes. C'est comme si nous, on récupérait des gènes de cheval ou de je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment extrêmement efficace. Ce qui fait qu'elles produisent de nombreux variants par unité de temps. Pour vous donner un ordre de grandeur, une semaine bactérie, ça équivaut à peu près à 1 000 ans humains du point de vue de l'évolution. Donc elles vont plus vite que nous. Alors non seulement elles sont plus anciennes, mais elles vont plus vite. Il y a quelques années, j'ai été accroché par un titre d'un bouquin écrit par Erich Emanuel Schmidt qui disait « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent ». C'était le titre du bouquin. Alors Emanuel Schmidt, j'aime bien, il écrit bien, il fait des bons bouquins, des bonnes pièces de théâtre, mais il n'est pas biologiste, ça se voit, parce qu'il saurait sinon que pour qu'émerge un seul Beethoven, il faut que beaucoup de non-Beethoven, ces crétins à lui, puissent vivre. Donc ça peut s'appliquer aux bactéries. Imaginons une culture bactérienne, une bactérie sensible à un antibiotique qu'on appellera la streptomycine, peu importe. On va prendre une petite quantité de ces cellules, si ça veut bien marcher, une petite quantité de ces cellules, une centaine, et on va les étaler sur un milieu de culture qui ne contient pas de streptomycine. Donc on va avoir une culture normale. La souche est sensible à la streptomycine, mais il n'y a pas de streptomycine. Donc elle n'est pas gênée. Par contre, si on utilise un milieu qui contient de la streptomycine, là on n'aura pas de culture. Parce qu'il y a des antibiotiques qui empêchent cette culture. Sauf que si on augmente le nombre de cellules qu'on étale, ici on passe de 10,2 à 10 puissance 8, et bien on va observer quand même 2 ou 3 variants qui vont apparaître sur les milieux qui contiennent de la streptomycine. Alors on démontre très facilement que ces variants existaient déjà dans le milieu initial, mais ils étaient très très minoritaires, et ils n'ont fait qu'être sélectionnés par la présence de l'antibiotique. Donc ce qui rend important donc, le nombre de variants qui est exposé à l'antibiotique, ici 10 puissance 8 et 10 puissance 2. Donc ça, ce sont les Beethoven bactériens, et ceux qui sont tués, ce sont les crétins. Voilà. Pour s'adapter au changement de l'environnement, les stratégies humaines et bactériennes sont similaires. Je vais aller assez vite là-dessus, si vous voulez, parce que c'est moins important que le reste. Pour s'adapter à l'environnement, on peut rendre cet environnement plus accueillant. Par exemple, l'homme, pour s'adapter au froid, va inventer le feu. Mais les bactéries, si on veut les comparer avec elles, eh bien, pour s'adapter à l'acidité gastrique, les bactéries qui vivent dans notre estomac, qu'on appelle les hélicobactères, vont tamponner l'acidité gastrique, la neutraliser, en produisant de l'ammoniac. C'est un petit peu la même chose, elle modifie son environnement. Stratégie numéro 2, se modifier soi-même temporairement pour répondre à une variation temporaire de l'environnement. Il y a beaucoup de soleil l'été, pour répondre à ce rayonnement solaire qui peut être dangereux, l'homme va bronzer. Les bactéries, pour répondre à un changement d'environnement qui ne va pas durer, un défaut de nourriture ou la présence de toxiques, vont fabriquer des structures qu'on appelle des spores, qui sont des structures qui sont presque pas vivantes, si vous voulez, qui vont garder la cellule intacte et qui vont consommer absolument aucune énergie presque, et qui, quand l'environnement redeviendra favorable, vont germer et redonner des bactéries. Donc c'est un petit peu la même stratégie que de bronzer. On peut aussi, si la modification de l'environnement est pérenne, imaginer y répondre par une variation pérenne. Par exemple, pour s'adapter à la vie dans la savane, l'homme va adopter une station debout. Il va transmettre à ses descendants. Et ça se passe en quelques milliers d'années. Les bactéries, de façon comparable, en réponse à la présence d'antibiotiques, les bactéries vont sélectionner des gènes de résistance qu'elles transmettent à leurs descendants. Mais elles le font en quelques semaines seulement. Les bactéries, en plus de proposer beaucoup de variants à l'environnement, partagent également leur qualité adaptative grâce à des échanges de gènes, comme je vous le disais tout à l'heure, même entre espèces différentes. Voici ici une image qu'on appelle la conjugaison bactérienne, où une bactérie donatrice, dite mâle, va amarrer une bactérie réceptrice, dite femelle, pour lui transmettre une partie de son génome,
que la bactérie femelle va recombiner pour donner un recombinant, donc un nouveau-né, si vous voulez. Ce qui montre que donc on peut imaginer que les bactéries sont soumises, comme nous, ou comme les animaux, à la sexualité, ou peut-être même au harcèlement, allez savoir. Elles font encore mieux, elles récupèrent les gènes de leur mort s'ils sont performants. C'est ce qu'on appelle la transformation bactérienne. Imaginez que vous ayez un oncle Hector qui soit décédé il n'y a pas longtemps et qui avait de très beaux yeux. Vous voudriez bien que vos enfants aient les yeux donc, de l'oncle Hector. Si vous étiez une bactérie, vous pourriez aller chercher les gènes qui correspondent et les introduire dans le génome de vos enfants. Et vous aurez les yeux de l'oncle Hector. Donc c'est ce que fait la transformation bactérienne. Quand une bactérie meurt, son génome se disloque, si vous voulez, il y a des petits bouts d'ADN qui sont captés par des bactéries vivantes, qui vont les recombiner et donner un variant, même si les espèces sont différentes. Alors un exemple que vous connaissez tous, l'adaptation des bactéries au changement d'environnement, c'est la résistance aux antibiotiques. Les antibiotiques, on a commencé à les utiliser en 1940, c'est la pénicilline. C'est un médicament miracle à l'époque. Et quelques années plus tard, malheureusement, on va déjà constater l'apparition de bactéries résistantes à la pénicilline. Alors on va inventer un autre médicament qui s'appelle la méticilline et qui restaure l'activité de la pénicilline sur les staphylocoques, par exemple. Quelques années plus tard, on va voir émerger des staphylocoques résistants à la méticilline. Et on pourrait raconter la même histoire pour tous les antibiotiques. Schématisé là, à chaque fois qu'on invente un nouveau produit, eh bien, les bactéries inventent une nouvelle résistance. On est condamné, en ce qui concerne les antibiotiques, à une espèce de course à l'échalote qui fait qu'il faut qu'on invente toujours de nouveaux produits et finalement les bactéries gagneront parce qu'elles vont plus vite que nous. Et il faudra que dans 50 ans, les antibiotiques tels que nous les connaissons actuellement n'auront plus aucune efficacité. Il faudra avoir inventé autre chose. Alors j'espère qu'on aura inventé autre chose. Alors, toute cette efficacité adaptative des bactéries, est-ce qu'on peut la copier pour nous? Est-ce qu'on peut en tirer parti? Et il se trouve que les prix Nobel de chimie de 2018, donc de cette année, étaient des chercheurs que vous voyez ici qui travaillaient sur l'évolution dirigée. C'est une méthode qui imite le processus de l'évolution naturelle pour diriger la transformation de protéines ou de acides nucléiques vers certains objectifs qui sont définis par l'utilisateur. Donc c'est déjà un début de diriger notre propre évolution et peut-être de fabriquer un super-homme, un super-femme, je ne sais pas, un super-humain. Mais le problème, c'est de choisir les meilleurs gènes. Qu'est-ce qu'on va développer? Alors qu'on ignore à quoi ils seront exposés demain, quelles seront les conditions. Donc pour ça, si on veut faire ça, il faut aussi inventer la machine à explorer le temps. Et là, alors il existe des prototypes. Là, le prototype Spielberg. Il y a le prototype Black et Mortimer pour ceux qui aiment bien les BD. Et puis le prototype Sherlock. Mais ça ne marche pas très fort. Pour terminer cette première partie, donc, les bactéries sont-elles des êtres intelligents? Alors, individuellement, ça se discute, mais collectivement, la réponse est certainement oui. Et je veux me référer à Stephen Gould, qui était un paléontologue des années 70, qui écrivait, quel que soit le critère auquel on se réfère, les bactéries furent, dès le début, sont aujourd'hui, resteront les organismes les plus réussis de la Terre. Voilà. Et nous allons passer maintenant à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Moi, vous avez des questions déjà, qui concernent donc nos rapports avec les microbes. Ça, c'est une affiche du début du siècle, du XXe siècle. Oui. Au sujet de l'inefficacité à venir, il y a déjà présente des antibiotiques, j'ai lu que c'est d'ailleurs employé en Russie, des bactéries qu'on prend dans les eaux d'égout et qui pourraient, dans l'avenir, remplacer, je pense que c'est en cours de recherche, remplacer les antibiotiques. Ah ben, tous les antibiotiques que l'on utilise ont été copiés sur des substances bactériennes, puisqu'en fait les antibiotiques c'est
des produits qui sont utilisés par les bactéries pour faire la guerre chimique et pour tuer leurs compétiteurs dans leur environnement. La pénicilline, c'est ça. Hein. Eh bien, tous ces produits ont été soit extraits, soit copiés de produits bactériens ou de champignons. Extraits des eaux d'égout, mais aussi du sol. C'est comme ça qu'on invente des nouveaux produits. Oui, ça fait bien partie de l'avenir. Ah oui, c'est partie de l'avenir, mais ce n'est pas ça qui règle le raconte. C'est le principe de l'antibiotique qui est pas pérenne, si vous voulez. Il y a une telle rapidité d'adaptation que finalement, elle est malgrée parce qu'on n'arrivera pas à inventer toujours. Mais il y a de l'espoir, hein. Il y a plusieurs. Est-ce qu'ils ont toujours la mémoire de la résistance à la pénicilline? On ne pourrait plus jamais l'utiliser? Alors, c'est une bonne question. Il peut y avoir réversion. C'est-à-dire que s'ils se trouvent dans un milieu où il n'y a plus de pénicilline depuis plusieurs générations, ils vont perdre les gènes de résistance à la pénicilline et ils vont redevenir sensibles. Donc c'est pour ça qu'il faut associer au traitement antibiotique et à tous les traitements de maladies bactériennes l'hygiène, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'on soit colonisé, on soit peuplé ou entouré de bactéries qui restent sensibles aux antibiotiques. On ne peut pas faire des microbes des amis. Des microbes amis? Oui. Ah, ben je vais vous en parler maintenant. mais on trouve, parce que dès maintenant, ils sont des amis. Oui, bien sûr. Oui, mais il y en a qu'on utilise vraiment à notre profit, hein, qui sont des ouvriers pour nous. Voilà. Est-ce qu'on observe la même résistance avec l'utilisation d'huile essentielle? Parce que l'huile essentielle, c'est comme des cocktails d'énormément de molécules différentes, oui. Alors l'idée, c'est de mélanger les molécules qui s'attaquent aux bactéries, si vous voulez, pour faire en sorte qu'elles ne puissent pas inventer des mécanismes dirigés contre toutes les molécules à la fois. Alors effectivement, l'aromatothérapie, ça va dans ce sens-là. Honnêtement, de ce que j'en sais, les résultats ne sont pas suffisants, à mon avis, pour éradiquer les maladies bactériennes. Bon, on va peut-être poursuivre parce que j'ai des réponses aux questions dans les diapositives. Donc ça, c'est une affiche du début du siècle, du XXe siècle, qui montre qu'à l'époque, tous les microbes étaient des ennemis, il fallait les éliminer. Le seul bon microbe, c'est un microbe mort. Et puis, chaque microbe, en fait, était responsable d'une maladie particulière, le charbon, la phtisie, le milieu, la peste, etc. Donc c'est une façon de voir qui est maintenant juste. En fait, les microbes sont de plus en plus considérés comme nos alliés, beaucoup d'entre eux. Alors voyons un petit peu en quoi ils sont nos alliés. D'abord, les bactéries assurent des étapes indispensables dans tous les cycles naturels. Elles sont les seules à savoir réaliser ces étapes. Tous les éléments qui constituent notre corps sont soumis à des cycles naturels, qui se transforment, et puis au cours de cette transformation, on les utilise pour se construire nous-mêmes. Et il y a des étapes dans ces cycles naturels que seules les bactéries savent faire, dans le cycle de l'azote, du carbone, du phosphore, etc. Dans la photosynthèse également, et la production de glucides et d'oxygène, seules les bactéries savent faire ça. Alors, vous allez me dire, il y a les plantes. Les plantes, elles le font grâce à des bactéries symbiotes, qu'on appelle des chloroplastes, qui vivent à l'intérieur des cellules végétales, et qui sont des bactéries. Donc l'oxygène que nous respirons, c'est de l'oxygène bactérien. Les glucides que nous consommons également, et qui sont les seuls à avoir utilisé l'énergie du soleil pour produire de l'oxygène et des glucides. En fait, la vie sans bactéries est impossible, la vie eucaryote. Alors nous avons appris empiriquement à les utiliser, ces bactéries, c'est ce que j'ai appelé les bactéries domestiquées. Je vous donne quelques exemples ici. Dans l'industrie agroalimentaire, on a inventé le fromage pour conserver le lait. On a inventé le vin pour initialement conserver les jus sucrés. En fait, on a abouti à un breuvage considéré comme un breuvage divin, sans jeu de mots.
et on conserve donc et on améliore la qualité de nos aliments grâce aux bactéries. Il faut savoir que 30% de nos aliments sont produits par fermentation, sont partiellement ou totalement des produits fermentés. On synthétise des médicaments en utilisant des bactéries, on en parlait à l'instant. Les antibiotiques sont fabriqués par des bactéries ou des champignons microscopiques. L'insuline, l'hormone de croissance, la vitamine comme la vitamine B12 sont fabriqués par des bactéries, constituent des médicaments. On les utilise comme outils de laboratoire, produisent des enzymes que les chercheurs utilisent. On l'utilise pour synthétiser les matières premières. Je vous ai pris comme exemple le biocalcaire des monuments historiques. Ça ne vous parle peut-être pas, mais quand vous avez un monument historique qui est complètement dégradé par le temps, eh bien, l'une des techniques pour le reconstituer, c'est de faire des ensemencements par des bactéries qui sont capables de fixer le CO2 de l'air et de le transformer en carbonate de calcium, et donc déposer donc, sur les structures ici et reconstituer, réparer les statues ou les bas-reliefs. Elles sont utilisées pour recycler nos déchets, aussi bien les déchets organiques que les plastiques. Pas tous les plastiques, vous savez qu'il y a un problème aigu des plastiques actuellement, mais on a déjà quelques souches qui sont capables de dégrader le plastique. Et puis il y a les bactéries qui nous habitent et qui sont bien utiles. Et là, on va en parler un petit peu plus. Notre corps, le corps humain, est constitué d'environ, un corps humain d'adulte, 10 puissance 13 cellules humaines. C'est déjà beaucoup, ça fait 20 000 gènes actifs qui nous font exister. Mais si on compare ça avec la quantité de bactéries qui peuplent notre corps, eh bien, il y en a 10 fois plus, 10 puissance 14, soit 3 millions de gènes actifs. Alors donc on a beaucoup plus de bactéries dans le corps que de cellules humaines. Quels sont le statut de ces bactéries du corps? On a soit une flore dite résidente, ce sont des parasites ou le plus souvent des symbiotes. Les symbiotes, c'est des êtres vivants qui vivent au contact d'autres êtres vivants, alors qu'il y a un bénéfice pour l'hôte et la bactérie. Donc on va voir plusieurs exemples tout à l'heure. Tout ça, ça constitue ce qu'on appelle les microbiotes. On va en parler abondamment dans les quelques diapos qui suivent. Et puis une flore transitoire de bactéries qui sont normalement absentes, mais qui expriment parfois, pas toujours, une agressivité, qu'on appelle la virulence ou le pouvoir pathogène, et qui provoquent des maladies bactériennes. Eh bien, beaucoup, alors ces microbiotes, là c'est ça qui nous intéresse maintenant, beaucoup des bactéries et des microbiotes ne sont pas viables en fait, hors de leur environnement naturel. Elles sont tellement adaptées au corps humain, ou au corps animal, hein, parce que les animaux fonctionnent de la même façon, qu'elles ne peuvent pas vivre à l'extérieur, donc on ne peut pas les étudier, on les connaît mal. Difficulté de faire l'étude exhaustive de ces espèces. Alors on a inventé une technique qu'on appelle la métagénomique. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est assez simple en fait. Il s'agit de recenser tous les gènes, tout l'ADN présent dans un échantillon d'environnement donné. Les selles humaines, par exemple, le contenu intestinal, ou l'eau de mer, ou n'importe quoi. Vous prenez cet environnement, vous en extrayez toute la matière vivante, vous extrayez l'ADN, vous l'amplifiez par une méthode adéquate, et vous séquencez cet ADN. Vous avez donc, in fine, un recensement de tous les gènes contenus dans l'environnement initial. Donc on va recenser des espèces qui sont déjà connues, mais aussi on va recenser des gènes fonctionnels ou de leurs produits, même s'ils sont inconnus. Et on a ainsi une vision exhaustive de l'environnement que l'on étudie. C'est ce qu'on appelle la métagénomique, qui est vraiment en train d'exploser actuellement. Alors l'étude de ces microbiotes grâce à la métagénomique est devenue en fait une star des laboratoires de recherche en biologie. Vous voyez le nombre de millions de dollars qui sont investis dans les différents pays dans des grands projets de recherche sur le microbiote humain. Et on va en parler un petit peu plus de ce programme. Alors les microbiotes du corps humain. Chaque partie de notre corps exposée à l'extérieur est peuplée de bactéries. Ce ne sont pas les mêmes selon les sites de l'environnement, les sites du corps, dans la bouche, dans les orifices naturels, dans les voies génitales, dans le tube digestif, qu'on va étudier un peu plus en détail. Ce ne sont pas les mêmes espèces bactériennes.
Même les voies respiratoires qu'on a cru longtemps être stériles, en fait, sont colonisées par des bactéries à l'intérieur des poumons. Le microbiote humain se constitue à la naissance. En effet, le nouveau-né dans le ventre de sa mère est stérile. Quand il sort, il est stérile. Mais très vite, après une semaine environ, le microbiote initial apparaît dans le corps du nourrisson. Il est dérivé de la flore maternelle. C'est la mère qui transmet à son nourrisson son microbiote. À 2 ans, alors que l'alimentation commence à se diversifier, eh bien, le microbiote devient adulte et stable et reste le même à peu près pendant toute la vie, en se modifiant un petit peu à l'âge chez les personnes âgées, où il y a des modifications d'espèces qui apparaissent. Mais en fait, vous voyez que l'homme naît 100% homme, il n'y a que des cellules humaines dans un nouveau-né, mais devient très vite 98% bactéries à sa mort. Alors prenons l'exemple du tube digestif. Le tube digestif, le voilà, schématisé ici. Ça commence par l'estomac, si vous voulez, je vais pas parler des parties hautes. Et puis ça se termine par les selles. Dans chacun de ces étages, il y a un nombre de bactéries de plus en plus important. Vous voyez ici, dans l'estomac, environ 100 à 1000 bactéries par gramme. Dans les selles, 10, 12 à 10, 14 bactéries par gramme. C'est dans le côlon qu'il y en a plus. Et on va voir qu'elles ont un rôle extrêmement important. Alors le microbiote intestinal, on va l'étudier un petit peu plus parce que c'est lui qui est le plus intéressant. En fait. À quoi ça ressemble? Ben, imaginez-vous 2 kilos de bactéries vivantes qui se trouvent dans votre tube digestif, dans votre côlon, qui fonctionnent. Et vous allez voir qu'elles fonctionnent à votre avantage, beaucoup plus que... Alors évidemment, on s'imagine tout de suite ça, mais en fait, ça ressemble plutôt à ça. Environ 500 à 1000 espèces reconnues colonisent notre côlon, notre tube digestif en général. Ces espèces sont variables selon les sites, ce n'est pas les mêmes dans les selles, dans le côlon, dans le grêle, et même dans le fond des cryptes de la muqueuse de l'intestin, ce n'est pas les mêmes qu'en surface. Donc c'est très diversifié. Elles sont toutes hyper adaptées, donc assez mal connues, sauf à travers les techniques de métagénomique. Et en fait, si on fait le total, il y a 30 fois plus de gènes actifs bactériens que de gènes humains. Donc nous fonctionnons, notre tube digestif fonctionne grâce au contenu bactérien du côlon, de l'intestin. Le microbiote intestinal, et tous les microbiotes d'ailleurs, doivent être considérés comme un ensemble de cellules dites symbiotiques qui sont analogues à un organe. C'est un peu comme le foie, le rein. Il y a le microbiote intestinal, c'est un autre organe. À quoi ça sert ce microbiote? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, il y a des rôles métaboliques. Il traite les aliments non digestibles, comme les polysaccharides végétaux par exemple. Il permet l'absorption de nutriments comme certains acides aminés, des sucres, des vitamines qui ne seraient pas absorbées sans eux. Il synthétise des métabolites que nous ne savons pas fabriquer, comme la vitamine K par exemple, la vitamine B12 ou certains acides gras. Donc il nous aide à utiliser nos aliments. Ils ont un rôle de protection. Ils constituent ce qu'on appelle une barrière biologique. La barrière biologique, c'est le fait que la muqueuse de l'intestin, et toutes les muqueuses d'ailleurs, sont recouvertes d'une flore, un microbiote qui s'oppose à l'implantation d'autres bactéries qui pourraient être dangereuses. Donc ça constitue une barrière biologique. Et elle participe au développement du système immunitaire, notre système de défense, qui va nous protéger des infections. Elles ont un rôle de maintenance dans la maturation des cellules intestinales, dans la vascularisation de l'intestin. Vous voyez que tout ça, c'est très important comme rôle. Et on a même récemment élevé les bactéries du microbiote intestinal au rang de deuxième cerveau. En effet, l'intestin possède des structures immunitaires, des structures endocrines, c'est-à-dire qui fabriquent des hormones, des structures nerveuses, et le microbiote produit des molécules qui agissent sur ces cellules. Donc, il va y avoir des médiateurs qui agissent sur le système nerveux central. Ces médiateurs sont transmis par le sang, par le système immunitaire, par voie endocrinienne, etc., ou par voie nerveuse même. Et donc, par ce biais, les bactéries du tube digestif agissent
sur le fonctionnement du cerveau, qui en retour envoie des signaux également au tube digestif pour son fonctionnement. Donc c'est une espèce d'autoroute à 4 voies, comme vous le voyez, avec un aller et un retour, et on peut dire qu'il y a des fonctions qui sont réalisées par les bactéries de notre tube digestif, qui sont des fonctions qu'on croyait réservées au tissu nerveux. Alors comment étudie-t-on les méthodes, comment étudie-t-on l'impact physiologique et pathologique du microbiote? Eh bien, on utilise souvent cet outil-là, que j'ai personnellement utilisé assez souvent dans mes recherches. C'est ce qu'on appelle un isolateur. Un isolateur, c'est une espèce de tente qui isole l'intérieur de l'extérieur et dans laquelle on va élever des animaux stériles, axéniques ou colonisés par une flore que l'on connaît, que l'on a choisie. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir regarder l'évolution de ces animaux en fonction du microbiote qu'on leur a donné. Et par exemple, on va essayer d'étudier l'obésité, l'apparition du diabète chez ces animaux en fonction des différentes bactéries qui peuplent leur tube digestif. Alors on a ainsi identifié des maladies qu'on a appelées des dysbioses, c'est-à-dire le dysfonctionnement du microbiote de l'intestin, qui vont impacter en fait de nombreuses maladies que l'on ne pensait pas dues à des microbes de l'intestin. L'obésité, le diabète, les maladies inflammatoires comme la rectocolite, le côlon irritable, la maladie de Crohn, tout ça c'est influencé par la qualité de notre microbiote. Des maladies de l'immunité comme l'asthme, le cancer colorectal, et même des maladies neuropsychiatriques, l'autisme, la schizophrénie, on a trouvé des rapports entre la qualité des microbiotes et l'apparition de ces maladies. Donc vous voyez que c'est assez large comme intervention. Alors évidemment, l'idée a été de dire, puisque le microbiote est responsable de certaines maladies, essayons de greffer un microbiote sain chez un individu malade. Donc on a essayé, il y a beaucoup de services de gastroentérologie qui maintenant testent la méthode expérimentale de greffe du microbiote. Pour ça, on prend un donneur, généralement c'est un donneur qui est proche du malade, on collecte des selles, on prépare et on les fait absorber, alors par voie, on ne le fait pas boire, on les fait absorber par une canule, pour repeupler son intestin avec un microbiote sain. Alors bon, c'est encore expérimental, on n'est pas sûr que les selles sont représentatives du vrai microbiote. Comment ne pas être sûr qu'on ne greffe pas des pathogènes en même temps, tout ça c'est assez, pour l'instant, incertain. Donc il y a beaucoup de contrôles qui sont indispensables. Actuellement, il n'y a pas de réglementation. On ne sait pas très bien si quand on fait ça, on administre un médicament ou on greffe un tissu ou un organe. Mais il y a quand même des indications où ça marche bien. Par exemple, l'infection à Clostridium difficile, une infection grave de l'intestin qui survient chez des patients traités pendant longtemps par des antibiotiques et qui est vraiment une infection extrêmement sévère de l'intestin. Et puis certaines maladies inflammatoires de l'intestin, comme le côlon irritable, la maladie de Crohn, ont pu être traitées par cette technique. Alors c'est encore expérimental. Il y a d'autres pistes pour traiter les dysbioses, l'antibiothérapie ciblée, on va essayer de détruire une partie du microbiote par des antibiotiques, la consommation de probiotiques ou de prébiotiques, qui sont des flores de substitution qui vont remplacer un microbiote déficient. Alors en sachant que c'est pas tout à fait la même chose, quand on prend un probiotique, on ne reconstitue pas vraiment une flore de l'intestin. C'est comme si vous rasez la forêt de Fontainebleau et vous la remplacez par un gazon anglais. C'est un peu la même chose. Mais bon, ça aide parfois. Et de toute façon, une recherche active est encore nécessaire pour essayer de mettre en musique, si vous voulez, les découvertes sur le microbiote. Alors, pour terminer avec les bactéries qui nous habitent, les microbiotes colonisent la surface de nos muqueuses, mais il y a aussi des bactéries qui colonisent l'intérieur de nos cellules. Et là, c'est vraiment une success story, parce qu'il y a quelques millions d'années, les bactéries parasites sont devenues symbiotes intracellulaires. Ça veut dire qu'elles sont adaptées à la vie à l'intérieur de la cellule, et non seulement elles se sont adaptées, mais elles se sont rendues indispensables.
à la cellule, et c'est elles qui aujourd'hui leur fabriquent l'énergie, par exemple. Les mitochondries, ce sont des organismes qui sont d'anciennes bactéries qui fournissent de l'énergie aux cellules. Et c'est même la seule source d'énergie de nos cellules. Les chloroplastes, dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont d'anciennes bactéries photosynthétiques qui sont capables d'utiliser l'énergie du soleil pour fabriquer des sucres et de l'oxygène. Donc ça, on les trouve dans les végétaux. Et même les lysosomes, qu'on trouve dans les globules blancs, par exemple, sont d'anciennes bactéries qui fournissent à ces cellules les moyens de lutte antibactérienne. Donc ça, c'est vraiment une success story, c'est une symbiose parfaite qui est survenue donc, il y a quelques millions d'années. Alors en définitive, on peut se poser la question de savoir si les cellules eucaryotes, c'est-à-dire nous et les bactéries, ce n'est pas une simple histoire de poupée russe, parce que si on regarde une cellule eucaryote, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de structures qui ressemblent à d'anciennes bactéries. Et en fait, on se demande même si les cellules eucaryotes ne sont pas considérées comme un agrégat, une espèce de colonie de bactéries symbiotiques qui se sont organisées comme ça pour survivre. Voilà. Donc, il est 8h moins 20. On a la dernière partie là où on parle un peu des maladies bactériennes. Ça va nous prendre une vingtaine de minutes. On y va? Alors, une cohabitation tumultueuse, c'est le sous-titre de ma conférence. En effet, dans de nombreux cas, la rencontre avec une bactérie dite pathogène va provoquer une maladie. Le pouvoir pathogène des bactéries dépend de leur capacité de nuisance, on va analyser un petit peu plus loin, mais aussi du terrain, ça il ne faut pas le perdre de vue, et des circonstances de l'infection. On distingue ainsi les pathogènes dits spécifiques, qui sont toujours pathogènes. Par exemple, si vous absorbez des bactéries du choléra en nombre suffisant, vous ferez le choléra. Même chose pour la diphtérie ou le tétanos si vous n'êtes pas vacciné. Et puis les pathogènes opportunistes, qui sont peut-être les plus nombreux. Des pathogènes uniquement sur les terrains fragilisés. Par exemple, les légionnelles chez le sujet âgé, provoquer des pneumopathies graves uniquement chez le sujet âgé, alors que chez les sujets jeunes, ils ne sont pas pathogènes. La listeria chez la femme enceinte. Et puis les bactéries qui ne sont pas à leur place. Par exemple, un staphylocoque de la peau, qui est tout à fait normal sur la peau, si vous l'introduisez sous la peau, par une piqûre, une blessure, là il devient pathogène, il va provoquer un abcès et peut-être une infection plus grave. Mais qu'est-ce qui fait qu'une bactérie est virulente? Eh bien, il y a trois propriétés. Elle sait coloniser les tissus, elle sait les agresser, et elle échappe aux défenses naturelles. On va analyser chacune de ces propriétés. Première étape, la colonisation. Première étape de l'infection, c'est la colonisation des tissus. Les portes d'entrée des infections bactériennes varient selon que le sujet n'est pas hospitalisé ou s'il est hospitalisé. Chez le sujet non hospitalisé, elles sont réduites, les portes d'entrée digestives, la plus fréquente c'est la porte d'entrée respiratoire, mais il y a aussi les portes d'entrée génito-urinaires ou par blessure, etc. Mais chez le sujet hospitalisé, par contre, elles sont multiples. En effet, c'est des sujets qui sont soumis à des manipulations chirurgicales ou médicales, où on leur met du cathéter, on leur pose des drains. Tout ça, c'est des gestes qui comportent un risque infectieux et un risque d'entrée de bactéries dans le corps. Donc chez le patient hospitalisé, il y a plus de risques d'entrée que chez le patient non hospitalisé. La colonisation d'une muqueuse commence par la formation de ce qu'on appelle un biofilm. Un biofilm, c'est l'interaction entre des molécules de surface des bactéries et de la surface qu'elles colonisent. Et c'est une adhésion qui n'est pas spécifique. Ça se colle, mais ce n'est pas spécifique. Alors un exemple de biofilm, la plaque dentaire. Cette espèce d'enduit jaunâtre qu'on a parfois à la base des dents, qui est formée par un biofilm bactérien, constitué de plusieurs espèces bactériennes. La plupart sont inoffensives, mais quelquefois, il y en a certaines qui agressent l'émail des dents et provoquent des caries. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, la fixation de non spécifiques va devenir spécifique. Et ça se fait par l'intermédiaire des petits poils dont je parlais tout à l'heure, les pili, la fourrure de la bactérie,
qui comportent à leur extrémité très souvent une molécule protéique qu'on appelle une adhésine, qui reconnaît à la surface des cellules de l'hôte, des cellules du digestif, de l'appareil respiratoire, des récepteurs qui vont permettre à la bactérie de se fixer de façon spécifique et très solide à la muqueuse en question. Donc, c'est pour ça qu'un pathogène n'infecte pas n'importe quel tissu. Il faut que les adhésines ici rencontrent leurs récepteurs. Vous ne pouvez pas faire fixer une bactérie du choléra sur un tissu respiratoire. Le choléra ne se fixe que sur l'intestin. Donc c'est pour ça qu'un pathogène n'infecte pas n'importe quel tissu. Certains pathogènes peuvent coloniser l'intérieur des cellules. Après s'y être fixés, ils se font internaliser par un processus qu'on appelle la phagocytose, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et à l'intérieur des cellules, ils sont à l'abri des défenses immunitaires du corps, et elles trouvent une profusion d'aliments. Elles se déplacent à l'intérieur de la cellule. C'est ce que font par exemple les bactéries qui s'appellent les Shigella, qui provoquent des dysenteries. Alors ces bactéries vont coloniser petit à petit tout le côlon, les cellules, cellule après cellule, et elles vont, pour leur malheur, ou leur bonheur, on verra tout à l'heure, exprimer à la surface de ces cellules des substances bactériennes que le système de défense de l'homme va reconnaître comme étrangères. Et alors, le système de défense va agresser les cellules qui contiennent ces bactéries, les détruire. D'où la maladie, la dysenterie, qui est constituée par une grande destruction massive des cellules du côlon en particulier, et donc des diarrhées sanglantes sont caractéristiques de la maladie. Deuxième étape, l'étape d'agression. Alors, les bactéries peuvent agresser nos tissus par deux voies, soit par des produits toxiques, qu'on appelle des toxines, soit à travers la réponse de l'hôte à l'infection. Voyons des exemples. Les exotoxines protéiques, qui sont les produits toxiques sécrétés par des bactéries dites toxinogènes, comme par exemple le botulisme, le charbon, des choses comme ça, sont en fait les plus toxiques des poisons connus. La toxine botulique, c'est le cyanure multiplié par 10 puissance 6. C'est très 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 toxique. Donc c'est la même chose pour tous les... L'image que vous voyez là, c'est l'image qu'on trouve dans tous les bouquins de biologie. C'est un patient atteint d'un tétanos en phase terminale. Donc toutes ces toxines ont la même structure de base, mais elles ne diffèrent que par leur cible cellulaire et moléculaire. Par exemple, le tétanos va attaquer les cellules nerveuses uniquement, et provoquer donc le tétanos. Le choléra va attaquer uniquement les cellules intestinales et provoquer des diarrhées. Mais c'est des substances toxiques qui se ressemblent beaucoup. Et on pense que c'est la même molécule qui a dérivé, qui s'est transformée. Il y a en plus des exotoxines, des bactéries qui sont sécrétées par des toxines qui sont sécrétées par les bactéries, des endotoxines. Ce sont des produits constitutifs de la cellule bactérienne qui sont libérés au moment de la lyse des bactéries au cours de l'infection et qui ont des propriétés délétères multiples. Par exemple, elles ont un effet dit pyrogène. C'est ces substances qui provoquent en grande partie la fièvre que l'on observe au cours des maladies bactériennes. Elles dérégulent la pression sanguine, ce qui peut aboutir à des chocs cardiovasculaires. Elles activent la coagulation du sang, ce qui peut aboutir à une coagulation du sang à l'intérieur des vaisseaux. Et tout cet ensemble peut constituer ce qu'on appelle le choc septique qui peut faire mourir le patient. Agression via la réponse de l'hôte, alors c'est une autre façon d'agresser. Pour ça, je vais vous donner l'exemple des superantigènes. Pour raconter l'histoire des superantigènes, ça se passait en 1981, en Californie. On a constaté une épidémie de ce qui ressemblait à une septicémie, en fait, des chocs graves d'allure bactérienne chez des patients. Et quand on a analysé la nature de ces patients, on a découvert d'abord que c'était uniquement des femmes, et que deuxièmement, ces femmes utilisaient toutes la même marque de tampons périodiques. On a cherché dans ces tampons périodiques et on a trouvé des produits bactériens qui provenaient d'un staphylocoque
qui en fait diffusait à partir des tampons. Donc il n'y avait pas de colonisation par les bactéries elles-mêmes, mais par ce produit qu'on a appelé un super antigène, parce qu'il provoque une hyperstimulation de la réponse immunitaire qui était responsable du choc septique, qui est donc produit par l'inflammation hypertrophique. Donc ça a été la découverte des super antigènes, mais on sait depuis que des maladies bien connues comme la scarlatine sont dues à des super antigènes également. Scarlatine, certaines intoxications alimentaires, le syndrome de l'alvéole, d'autres maladies sont dues à ces super antigènes. Autre façon d'agresser par l'intermédiaire de la réponse de l'autre, c'est le mimétisme antigénique. Certains composants des bactéries ressemblent, miment, les composants des tissus. Et donc les défenses naturelles vont confondre les deux et agresser non seulement les bactéries, mais aussi les tissus. Alors l'exemple le plus typique, c'est le syndrome de Guillain-Barré. Vous avez certainement entendu parler, comme un des accidents, des effets secondaires de la vaccination parfois. Le syndrome de Guillain-Barré, eh bien, dans ce syndrome, on a une infection par une bactérie assez banale, ici c'est des campylobactères, qui provoquent une entérite. Et donc le patient fait son entérite, une diarrhée, pas très grave, un peu de fièvre. Et puis quelques semaines plus tard, on constate qu'il va faire une paralysie flasque bilatérale, heureusement réversible la plupart du temps. En fait, le système immunitaire a reconnu à la surface des bactéries infectantes, les campylobactères qui sont ici, des substances qui ressemblent à celles du tissu nerveux. Et donc les anticorps qui ont été produits vont agresser non seulement la bactérie, mais aussi le tissu nerveux, d'où les syndromes de paralysie, qui peuvent être graves, qui peuvent conduire à la réanimation, mais qui heureusement sont la plupart du temps réversibles. Enfin, échappement aussi au système de défense immunitaire, c'est la troisième propriété des bactéries pour être pathogènes. Alors pour ça, je fais une petite revue très rapide des défenses naturelles antibactériennes. Les barrières qui limitent la pénétration des bactéries pathogènes, c'est des protections mécaniques. La peau est imperméable. La plupart des muqueuses sont lavées par des flux de sécrétion. Tout ça, ça protège. Il y a des protections chimiques, parce que beaucoup de sécrétions contiennent des antiseptiques. Et puis, il y a les fameuses barrières biologiques, les microbiotes, qui s'opposent à l'implantation de bactéries pathogènes étrangères sur les muqueuses. Si, malgré tout, une bactérie parvient à coloniser l'intérieur du corps, eh bien, il y a une mise en jeu d'une première ligne de défense qu'on appelle défense non spécifique. Alors, l'intérêt de ces défenses non spécifiques, c'est une intervention rapide qui est déclenchée par tout ce qui est étranger au soi, nos tissus, qu'on appelle des antigènes, et qui est agressif pour l'influx, mais tout ce qui se trouve autour aussi. Donc c'est une espèce de kamikaze qui se fait exploser au milieu des bactéries infectées. Comme exemple, je vous cite une réaction inflammatoire provoquée par une petite blessure, une piqûre d'épine par exemple. Vous faites une petite blessure, vous introduisez quelques bactéries de la peau par cette piqûre, et immédiatement, dans les minutes qui suivent, vous avez des tissus lésés qui relarguent les médiateurs, qui vont appeler en fait à la rescousse les cellules du sang local. Les médiateurs provoquent une vasodilatation des capillaires sanguins locaux, une diapédèse, c'est-à-dire un passage des cellules du sang vers le site de l'infection, et des globules blancs qui sont attirés en fait par les bactéries qui sont présentes. Et donc l'ensemble va provoquer un gonflement, une chaleur autour de la blessure, c'est chaud, et une douleur, parce que ça comprime, ça compresse, et puis il y a des médiateurs de la douleur qui sont relargués également. Les phagocytes vont ingérer, les globules blancs vont ingérer les bactéries, les plaquettes du sang vont boucher la brèche, et généralement tout se passe dans l'ordre, on fait peut-être une petite infection, mais ça peut aussi, si la blessure est plus grave, accident de la route, accident à l'école, etc., on peut terminer avec ces petites cellules, si la blessure est plus large.
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la phagocytose. C'est une arme antibactérienne universelle qui est le fait de... le fait de cellules qu'on appelle le système phagocytaire et qui sont constituées surtout par les globules blancs du sang. Mais il y en a d'autres cellules qui ont la même propriété. Cette phagocytose consiste à faire ingérer par les cellules les bactéries qui se trouvent à la surface ou dans l'environnement du globule blanc et à les détruire grâce aux fameux lysosomes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont déverser dans la vacuole de phagocytose des produits toxiques qui vont tuer la bactérie. Donc ça, c'est les défenses non spécifiques. À côté de ça, il y a les défenses spécifiques. Alors, qu'est-ce qui les caractérise? Elles sont adaptées à l'agresseur, mais elles ont un délai de mise en place assez important, entre 5 et 10 jours. Donc ça peut constituer une gêne pour l'efficacité. Et un gros avantage, elles sont mémorisées. C'est-à-dire que l'organisme va reconnaître des substances chez les bactéries infectantes, et si 3 ans après ou 5 ans après, vous faites une autre infection par la même bactérie ou une bactérie voisine, eh bien, ces cellules, qu'on appelle les cellules mémoire, vont se souvenir et réagir beaucoup plus rapidement et éliminer l'intrus avant qu'il provoque une infection. Vous avez reconnu le principe de la vaccination. Donc ces défenses spécifiques sont soit humorales, sont dirigées contre les bactéries qui restent à l'extérieur des cellules, et elles sont constituées surtout par les anticorps, qui sont en fait des produits qui vont empêcher les toxines d'agir ou qui vont stimuler la phagocytose. Mais ces défenses spécifiques peuvent être aussi cellulaires. Elles sont alors dirigées vers les bactéries qui hébergent, vers les cellules qui hébergent les bactéries à l'intérieur. Et donc, ces cellules vont être détruites par des lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes cytotoxiques. C'est ce qui se passait dans la dysenterie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, quelques exemples de stratégies d'échappement. La pneumonie à pneumocoque, maladie très ancienne, évolue en 2 périodes. Une première période, je vous parle de l'évolution sans antibiotiques. Une première période, l'infection n'est pas contrôlée. Le malade a inhalé des pneumocoques dans son poumon. Les pneumocoques se multiplient sans contrôle. Pourquoi? Parce que les leucocytes qui sont appelés à la rescousse pour les détruire tombent sur une bactérie qui est entourée de ce qu'on appelle une capsule, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui les protège de la phagocytose. Ces bactéries sont non phagocytables. Elles vont proliférer sans défense pendant quelques jours. Le patient ne se défend pas. Et c'est pendant cette période que les gens mouraient autrefois de pneumonie à pneumocoque. Bon, aujourd'hui, on reconnaît la maladie, on donne des antibiotiques rapidement et on meurt rarement maintenant de pneumonie à pneumocoque. En fait, sans antibiotiques, il y a une deuxième période, 5 à 7 jours plus tard, les anticorps entrent en piste. Le patient a fabriqué des anticorps qui s'attaquent à la capsule de la bactérie qui entoure les pneumocoques et les rendent phagocytables. La guérison est spectaculairement rapide. En quelques heures, le patient guérit. Donc c'est une façon d'échapper. Une autre façon d'échapper aux défenses naturelles, c'est aux anticorps en particulier, c'est ce que font les salmonelles au cours des gastroentéries. Vous ingérez une crème glacée pas fraîche, des coquillages contaminés, et vous faites une gastroentérie à salmonelle. Au début de l'infection, les salmonelles sont entourées de substances d'antigènes, donc dites en phase 1, et l'organisme va donc fabriquer en 5-6 jours des anticorps anti-phase 1. Et puis ces anticorps vont commencer à apparaître, mais manque de chance, quand ils apparaissent en quantité suffisante, eh bien, la bactérie a changé d'avis, elle a subi ce qu'on appelle une variation antigénique. Généralement, c'est programmé dans son génome, et c'est plus la même qui est exposée aux anticorps qui ont été fabriqués. Donc la maladie va continuer, sans contrôle, et évidemment, l'organisme va se mettre à fabriquer de nouveaux anticorps contre la phase 2,
Et finalement, on va se débarrasser de ces salmonelles, mais si on est un peu fragile, si on est un peu âgé, ben on peut en mourir. On peut faire une typhoïde, une vraie typhoïde. Voilà, donc ça c'est la façon pour les bactéries de nous rendre malades, la façon nous avons pour les combattre. Et je voulais vous montrer simplement en 2 ou 3 diapos que les plantes aussi étaient soumises aux maladies bactériennes. Ici, le chancre de la tomate, la nécrose de la vigne, qui est d'origine bactérienne. Je vous ai mis les noms un peu barbares des bactéries responsables, la gale de la pomme de terre. Et une maladie que vous connaissez peut-être mieux que moi, c'est le dessèchement de l'olivier qui est dû à cette bactérie qui s'appelle Xylella fastidiosa. Alors, Xylella parce qu'elle s'attaque au bois, au xylème du bois, et fastidiosa parce qu'elle est difficile à isoler, à cultiver, à étudier. Et donc qui provoque un dessèchement de l'arbre en quelques années. Voilà cette sympathique photographie en microscopie électronique. Eh bien, cette bactérie se transmet d'arbre à arbre par des insectes vecteurs, dont les cigales, mais aussi d'autres insectes. Et l'une des façons de lutter, c'est de lutter contre les insectes. Mais c'est pas facile. Elle s'attaque également à la vigne et à d'autres arbres fruitiers. Actuellement, on a recensé donc, cette bactérie, on l'a retrouvée en France, d'abord en Corse, en 2015, et puis en Provence, ici, en 2015 également, dans les Baléares. Donc elle progresse de l'est vers l'ouest. Et en fait, c'est une maladie qui a été découverte en Californie au siècle dernier, enfin, en 1800 quelques, par un ingénieur agronome qui s'appelait M. Pierce, et il s'agissait d'une maladie de la vigne, qui est venue en Europe, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, je terminerai par quelques diapos sur la façon de se transmettre ces sympathiques bestioles qui nous donnent des maladies, transmission des maladies bactériennes. La transmission la plus fréquente et la plus efficace, c'est la voie aérienne, ce qu'on appelle le fluge. C'est un mot anglo-saxon qui signifie postillon. Là, pendant que je vous parle, j'émets, sans le savoir, des petites gouttelettes de salive. Et si j'éternuais, alors ce serait bien pire. Et ces petites gouttelettes vont sécher dans l'atmosphère et rester disponibles en suspension dans l'air pendant plusieurs heures. Et vous allez les inhaler. Si je suis infecté par une bactérie ou un virus, vous allez peut-être attraper ma maladie. Donc c'est ce qui se passe dans ce mode de... Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas éternuer comme ça, mais plutôt comme ça. La deuxième façon de se transmettre les maladies, c'est le contact corporel. Transmission c'est dangereux. Là, vous échangez par une simple poignée de main beaucoup de bactéries, même transcontinentales. Et puis, les contacts sexuels, bien sûr. L'alimentation, j'ai parlé des gastro-entériques tout à l'heure. Par insectes vecteurs ou par animaux vecteurs, ça peut être des moustiques, ça peut être des tiques, des punaises, même des poissons qui transmettent les leptospiroses, ou des chiens mordeurs, des morsures humaines, qui sont les plus graves d'ailleurs. Et puis il y a un type de transmission qui intéresse beaucoup les gens, généralement, c'est les transmissions médicales. Les médecins qui rendent leurs patients malades, ça amuse toujours. C'est ce qu'on appelle les infections iatrogènes. Et quand ça se passe à l'hôpital, on les appelle les infections nosocomiales. Alors quand vous manipulez un malade, surtout à l'hôpital, évidemment, il y a des risques que vous l'infectiez en lui mettant un cathéter, en lui mettant une sonde, etc. Ça c'est sûr, il y a des risques. De toute façon, ces infections iatrogènes et surtout nosocomiales sont une bénédiction pour les médias et les avocats qui ne perdent jamais l'occasion d'affoler les populations, comme ici, les pieds qu'on nous cache. Bon. Alors ça discrédite un petit peu l'hôpital. Moi j'ai cherché dans la littérature et dans les journaux des articles, des unes de ce type-là, et j'en ai pas trouvé. J'ai dû l'inventer. Donc une idée reçue, c'est que l'hôpital est un endroit dangereux, infection nosocomiale, c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai non plus.
l'écosystème bactérien de l'hôpital est dit remanié. Il y a beaucoup de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et en fait, quand on fait une infection à l'hôpital, on a malheureusement beaucoup de chances de faire une infection à bactéries résistantes. Donc difficile à soigner. C'est ça le vrai danger. Les patients constituent une population fragilisée. Ils sont plus facilement infectés parce qu'on les manipule, on leur fait subir des interventions, etc. Donc beaucoup d'infections qui sont étiquetées alors infection. Alors si vous avez écouté, infection opportuniste. Ah oui. Oui, parce que en fait, le personnel soignant n'est pas plus malade que la population générale. Le personnel qui travaille dans l'hôpital n'attrape pas ce genre d'infection parce qu'il n'est pas fragilisé, on le manipule pas chirurgicalement, etc. Alors les solutions, évidemment, vous les connaissez, elles sont de bon sens. L'hygiène, une antibiothérapie maîtrisée, il ne faut pas bombarder l'antibiotique en hôpital et toujours avec les mêmes produits. Sinon, on fabrique une flore hospitalière qui est complètement résistante. Donc là, il faut qu'il y ait une gestion maîtrisée. Une maîtrise des chaînes épidémiques, il faut isoler les patients infectés, faire des séjours courts, et vous savez qu'on développe actuellement l'hospitalisation à domicile, qui est une très bonne chose, parce que les patients sont en contact avec des bactéries de l'environnement qui sont en général beaucoup moins résistantes que les bactéries de l'hôpital. Et puis contrôler aussi les transferts d'un hôpital à l'autre, pas aller transférer la flore d'un hôpital très résistant à un hôpital qui maîtrise bien ces bactéries résistantes. Mais au total, il faut quand même considérer que l'hôpital donne plus qu'il ne prend, et même si il infecte de temps en temps des patients, qui n'en meurent pas tous, heureusement, il en guérit beaucoup plus. Alors pour terminer, les bactéries ont-elles intérêt à nous rendre malades? Question philosophique. Les symptômes que l'on constate au cours d'une maladie bactérienne, c'est l'expression des moyens de défense. La fièvre, la réaction inflammatoire. Certains vont limiter l'infection, mais d'autres, en fait, c'est plus insidieux, éliminent l'intrus, la bactérie, mais en fait le transportent vers d'autres. Et si les bactéries ont imaginé de nous faire pousser ou de nous donner de la diarrhée, c'est uniquement avec un projet de changer d'hôte. Vous avez la diarrhée, vous contaminez l'eau, alors dans les pays où l'hygiène n'est pas terrible, et d'autres patients vont être malades. Même chose pour la toux. Voilà, les bactéries pathogènes donc organiser leur transfert d'hôte à hôte. Voilà, la médecine n'en a pas fini avec les microbes, ça c'est certain. Mais en fait, en même temps, comme dit le président, les bactéries sont nos ancêtres, donc on respecte. Elles sont la plupart du temps bienveillantes et indispensables, donc gratitude. Elles ont appris à s'adapter à tout. Pourquoi ne pas copier leur stratégie? Elles n'ont pas besoin de nous, nous avons besoin d'elles. Donc le mieux est d'apprendre à cohabiter avec elles, même si la cohabitation doit être utile. Merci de votre attention.